Paris, une nuit d'automne, enveloppait la ville d'un linceul de pluie fine et insistante. Les tours de la Défense, phares silencieux dans l'obscurité, reflétaient les éclairs lointains qui déchiraient le ciel. Au cœur de cette opulence aveugle, Élise Dubois, une silhouette courbée par des années de labeur invisible, s'activait dans les couloirs rutilants de l'Empire Beaumont. Ses mains, burinées mais agiles, s'accrochaient au chariot de nettoyage. Le seul compagnon fidèle de ses nuits, elle pensait à Léa, sa fille, endormie loin de ce luxe froid, serrant sans doute contre elle la petite écharpe tricotée. Un fil rouge d'amour et de vulnérabilité dans le tissu âpre de leur quotidien. Si des histoires comme celle-ci ne doivent jamais se perdre dans le noir, reste avec nous sur Récits qui touchent l'âme. Clique pour nous suivre maintenant, avant que le prochain tournant ne te file entre les doigts. L'air, lourd d'un parfum de cire d'abeille et d'ambition glacée, s'infiltrait dans chaque recoin du bureau de Gérard Beaumont. Chaque tableau, chaque sculpture criait une richesse insolente, une puissance presque divine. Mais Élise avait appris à voir au-delà du vernis. Ses yeux, habitués à débusquer la moindre trace, balayaient les surfaces avec la précision d'un instrument. C'est sur le bureau monumental du mania qu'un détail l'arrêta. Une micro-rayure, presque invisible, griffait le bois précieux juste au-dessus du tiroir verrouillé, comme si on avait tenté de l'ouvrir avec un outil fin et pointu. Et sous le parfum opulent des lieux, une autre odeur, plus discrète mais persistante, s'insinuait, celle d'un désinfectant puissant, presque métallique, étrangement industriel pour un tel environnement. Un frisson, celui de l'intuition pure, remonta le long de sa nuque. Pas le froid de la nuit, mais cette alarme silencieuse que son corps avait appris à reconnaître. Elle s'approcha, son souffle court, se perdant dans le silence feutré. C'est à cet instant précis, face à ce tiroir muet, que les mots s'imposèrent à elle. Une urgence venue d'ailleurs, un avertissement clair et brutal, une vérité murmurée par le vent, par la pluie, par les âmes invisibles de cette ville. Son superviseur, un homme sans visage nommé Monsieur Duval, la croisa dans le couloir, son sourire figé, plus menaçant qu'un froncement de sourcils. Son ton était glacial, impersonnel. « Mademoiselle Dubois, nous avons remarqué un zèle inhabituel dans votre travail hier soir. Assurez-vous de suivre les protocoles à la lettre. Il ne s'agissait pas d'une faute, mais d'une mise en garde, un rappel silencieux à l'ordre établi à la place des invisibles. » Élise pensa à son frère, à la poussière que l'administration avait balayée sur son accident de travail. Elle avait déjà vu cette mécanique froide à l'œuvre, cette machine implacable qui broie les petits, rendant les invisibles encore plus transparents. Elle rentra chez elle, le poids du monde sur les épaules, chaque pas plus lourd que le précédent. Léa l'attendait, ses grands yeux curieux et pleins de vie. Élise la serra fort, une promesse silencieuse de ne jamais laisser la précarité ou l'injustice toucher son enfant, de la protéger de ce système qui avait déjà tant pris. Son instinct lui disait que le secret découvert dans le bureau de Beaumont n'était pas un accident isolé, mais une pièce d'un puzzle macabre, un rouage d'une machinerie bien plus vaste. Elle devait observer, retenir, décrypter. Le combat ne faisait que commencer. Et elle savait qu'elle ne pouvait pas le perdre. Elle devait trouver les failles, comprendre les motifs cachés derrière le silence des puissants. Chaque détail, chaque mot non dit, chaque mouvement furtif allait devenir une information précieuse. La dignité des invisibles valait bien plus que l'opulence des intouchables. Le lendemain, le poids du monde sur les épaules d'Élise ne s'était pas allégé. Au contraire, il s'était transformé en un défi silencieux. Elle ne pouvait plus balayer les sols sans balayer aussi les secrets qu'ils recélaient. Ses yeux, autrefois habitués à l'effacement, commençaient à voir. La mémoire photographique, ce don si particulier, s'activait à chaque bétail. La fissure dans le marbre, près de l'ascenseur de service, la manière dont le gardien de nuit, un certain Jean-Pierre,
vérifiait son téléphone à des heures précises. La fréquence d'une camionnette de livraison anonyme, toujours la même, qui stationnait dans l'allée arrière bien après minuit. Ces petits riens, pour d'autres insignifiants, devenaient pour Élise les fils invisibles d'une toile bien plus complexe. Chez elle, le doux chaos de Léa était un baume, un rappel constant de ce qu'elle protégeait. La petite, assise par terre, dessinait des maisons aux toits rouges, des arbres immenses et des personnages souriants. Élise observait les traits francs de sa fille, la pureté de son regard. C'était pour cette innocence qu'elle devait devenir autre chose qu'une simple femme de ménage. Ce n'était plus une question de survie, mais de justice. Elle commença à noter mentalement des itinéraires, des horaires. La routine de nettoyage, autrefois une prison, devenait un déguisement, une couverture parfaite pour ses observations. Elle se souvenait de l'odeur métallique du désinfectant dans le bureau de Beaumont. Ce n'était pas un produit d'entretien classique. Elle l'avait déjà senti, quelque part. Mais où? Un vestige, une trace olfactive qui refusait de s'effacer. Et cette micro-rayure sur le tiroir, signe d'une intrusion ou peut-être d'une tentative de dissimulation. Qui aurait pu s'introduire dans le bureau d'un mania paraplégique? Ou pire, qui l'aurait fait en son nom? Les jours suivants, Élise se mua en ombre attentive. Elle apprit les habitudes des employés, les codes non dits, les hiérarchies invisibles. Monsieur Duval, son superviseur, était un rouage essentiel de cette machine. Son sourire figé, son autorité impersonnelle, cachaient une obéissance aveugle. Élise le voyait souvent en conversation téléphonique discrète, son visage se tendant, sa voix se faisant plus basse. Elle remarqua qu'il utilisait toujours un téléphone jetable, qu'il jetait après quelques appels. Un autre vestige, une habitude anormale pour un cadre. Un soir, alors qu'elle vidait une corbeille dans le bureau de Beaumont, son regard fut attiré par un prospectus froissé destiné à la poubelle. Une publicité pour un complexe immobilier de luxe en périphérie de Paris. Un projet pharaonique orchestré par une filiale de l'Empire Beaumont, les résidences élyséennes. Ce n'était pas le luxe qui l'interpella, mais le nom d'une petite entreprise de construction mentionné en bas de page, en caractères minuscules, comme un détail insignifiant. Bâtisseur de l'avenir. Un nom qu'elle avait déjà vu. Où? La mémoire d'Élise fouilla dans ses souvenirs. Bâtisseur de l'avenir, c'était l'entreprise qui employait son frère, avant l'accident. Le même nom, la même machine implacable qui avait broyé sa vie. Le sang se glaça dans ses veines. Ce n'était pas un hasard. Le secret de Beaumont, le désinfectant, la rayure, le zèle de Duval, tout commençait à se lier à une vérité plus sombre, plus vaste. L'Empire Beaumont n'était pas seulement un empire financier, c'était un réseau, une pieuvre aux tentacules multiples, capable d'étouffer les voix et de manipuler les faits. Tu vois, il y a des fils invisibles qui relient les destins, et parfois il suffit d'une seule âme pour les démêler. Élise sentait que l'autorité, la vraie, celle de la connaissance, commençait à glisser vers elle. Elle ne possédait pas le pouvoir de Beaumont, ni l'influence de Duval, mais elle avait la vision, la perspicacité. Elle avait l'œil des invisibles. Elle avait compris que le système ne pouvait être combattu frontalement, mais par ses propres failles, par les détails que personne d'autre ne prenait la peine de voir. La peur, autrefois compagne silencieuse, se transformait en une détermination froide. Elle devait trouver plus de preuves, plus de liens. Elle devait comprendre comment l'accident de son frère s'intégrait dans cette toile. Les résidences élyséennes, bâtisseurs de l'avenir, le désinfectant, la rayure. Chaque élément était une pièce d'un puzzle macabre qui menaçait de s'effondrer. Elle savait que chaque pas qu'elle faisait, chaque observation, la rapprochait d'une confrontation inévitable. Et tu te demandes peut-être, jusqu'où irais-tu pour démasquer une vérité pareille? Élise ne se posait plus la question. Elle agissait. Chaque nuit, les couloirs du bâtiment Beaumont devenaient son échiquier. Elle n'était plus la femme de ménage invisible, mais une stratège silencieuse, traquant les moindres failles du système. Sa mémoire photographique, autrefois un simple atout, se transformait en une arme redoutable.
Elle mémorisait les emplacements des caméras de surveillance, les angles morts, les serrures électroniques et leurs dits distincts. Elle traçait mentalement des cartes, des itinéraires de fuite, des zones d'ombre où le silence était roi. Le parfum de cire et d'ambition glacée ne la submergeait plus. Elle le disséquait, cherchant les notes discordantes. L'odeur métallique du désinfectant, elle l'avait enfin identifiée. C'était celle des produits utilisés dans les chantiers de démolition pour neutraliser des substances dangereuses. Une odeur de destruction masquée. Chez elle, loin des marbres froids de Beaumont, Léa jouait avec ses blocs de construction. « Maman, comment on fait pour que les méchants ne trouvent pas la princesse ?» demandait la petite, empilant des cubes de toutes les couleurs pour créer un château fort. Élise, penchée sur son carnet où elle griffonnait des schémas de l'immeuble, leva les yeux. « On construit des murs invisibles, mon amour. Des chemins secrets que seuls les gentils connaissent. » Les mots de Léa, si simples, résonnaient en elle avec une clarté nouvelle. Un chemin invisible, c'était ça. Le système avait ses propres règles, ses propres chemins. Elle devait les détourner. Léa, avec son innocence désarmante, était devenue sa boussole morale, mais aussi, sans le savoir, une source d'inspiration tactique. Ses dessins d'itinéraires labyrinthiques pour échapper aux monstres donnaient à Élise des idées sur la manière de naviguer les couloirs du pouvoir sans être détectée. La petite écharpe tricotée que Léa serrait toujours, un fil rouge, symbolisait la vulnérabilité à protéger, mais aussi la force inébranlable qui l'animait. Élise commença à observer Jean-Pierre, le gardien de nuit. Son rituel du téléphone jetable, toujours à 2h17 et 4h03, était trop précis pour être anodin. Elle remarqua aussi la manière dont il laissait une porte de service légèrement entr'ouverte, juste assez pour qu'une lame d'air froid s'y engouffre. À chaque fois que la camionnette anonyme des bâtisseurs de l'avenir passait dans l'allée arrière. La camionnette, toujours la même, immatriculée dans un département lointain, sans aucun logo. Un fantôme sur roue. Élise avait noté le numéro d'immatriculation, lettre par lettre, chiffre par chiffre, dans son carnet secret. Un soir, alors qu'elle nettoyait le bureau de M. Duval, qu'elle sentit une odeur familière, celle du désinfectant métallique émanant d'une pile de documents. Des rapports de maintenance, des devis pour des travaux urgents sur un site de démolition en banlieue parisienne. Et en bas de page, encore le nom. Bâtisseur de l'avenir. Ces documents, jetés sans précaution, révélaient une entreprise sous-traitante récurrente pour des projets sensibles de l'Empire Beaumont. Des projets qui, selon les rumeurs du personnel, étaient souvent liés à des incidents et des retards inexpliqués. Le risque montait. Élise sentait les murs se resserrer autour d'elle. Le sourire figé de Duval était maintenant accompagné d'un regard plus insistant, un silence plus lourd. Elle n'était plus invisible. Elle était une anomalie. Mais elle avait aussi gagné en assurance. La peur s'était muée en une détermination froide, méthodique. Elle avait commencé à cartographier les connexions, à relier les noms, les lieux, les odeurs. La petite écharpe de Léa, ce fil rouge, était devenu son talisman, son rappel constant de la mission. Elle avait désormais une route, un plan, même si fragmenté. Elle savait où chercher et surtout ce qu'elle cherchait. La preuve que les accidents de la société bâtisseur de l'avenir n'étaient pas des fatalités, mais des conséquences directes de décisions prises au sommet de l'Empire Beaumont. Elle cherchait le lien entre le bureau immaculé du magnat et la boue des chantiers, entre le silence feutré des couloirs et les cris étouffés des victimes. Et si cette vérité, si bien cachée, se trouvait dans un endroit où personne n'oserait jamais regarder, un endroit si évident qu'il en devenait invisible. Chaque nuit, Élise Dubois s'enfonçait un peu plus dans les entrailles de l'Empire Beaumont. Les couloirs, autrefois de simples passages, devenaient les artères d'un organisme froid et méthodique. Elle avait compris que la puissance de Gérard Gaumont ne résidait pas seulement dans son argent, mais dans un réseau invisible. Une machinerie complexe où chaque rouage, chaque silence avait sa fonction.
Les bâtisseurs de l'avenir, le nom gravé dans sa mémoire comme une cicatrice, n'était qu'une tentacule de cette pieuvre. Une entreprise sous-traitante, oui, mais une entreprise clé pour les besognes les plus sombres, celle qui nécessitait discrétion et efficacité, même au prix de vie. Le parfum de cire d'abeille et d'ambition, autrefois écrasant, se mêlait maintenant à l'odeur métallique du désinfectant. Une signature olfactive qui la guidait. Ce n'était pas un hasard si ce produit se retrouvait dans le bureau de Beaumont et sur les documents de démolition de Duval. C'était le lien chimique, la preuve silencieuse que les saletés étaient nettoyées des deux côtés, sur le terrain, après un incident, et dans les bureaux pour effacer les traces. Monsieur Duval, avec son sourire figé, était le maillon opérationnel de cette chaîne. Élise l'observait. Ses appels sur le téléphone jetable n'étaient jamais des conversations, mais des échanges de codes, de phrases courtes, presque robotiques. Des feux verts, des zones dégagées, des livraisons en cours, des mots de chantier prononcés avec la froideur d'un chirurgien. Et après chaque appel, un geste précis, toujours le même. Il effaçait l'historique de l'appareil avec une minutie obsessionnelle, glissait dans une pochette ignifugée avant de le ranger dans un compartiment secret de son porte-documents. Un rituel qui criait la dissimulation. Le rôle de Jean-Pierre, le gardien de nuit, devenait aussi limpide que l'eau de roche. Sa porte de service entr'ouverte, ce n'était pas une négligence, mais un signal. Une invitation silencieuse pour la camionnette fantôme des bâtisseurs de l'avenir à accéder à l'allée arrière, loin des regards indiscrets. Élise avait remarqué que ces livraisons nocturnes n'apportaient jamais de matériel de construction. Elles emportaient. Quoi? Elle ne le savait pas encore. Mais son intuition lui hurlait que ces cargaisons invisibles étaient la clé. Dans le bureau de Gérard Beaumont, le magnat paraplégique, Élise avait commencé à voir au-delà du luxe ostentatoire. Elle avait remarqué un détail récurrent. Une petite clé USB, d'une couleur gris anthracite, toujours posée sur une pile de journaux économiques, jamais au même endroit. Un objet anodin, si ce n'est qu'il disparaissait et réapparaissait sans explication, comme un fantôme numérique. Un jour, alors qu'elle dépoussiérait, elle l'avait aperçu, brièvement, connecté à un petit lecteur de cartes dissimulé sous le bureau, avant que l'infirmière de nuit de Beaumont ne la range précipitamment. Que contenait cette clé? Des archives? Des données? Un vestige numérique, aussi insaisissable que l'odeur du désinfectant. Le système avait ses yeux. Les caméras de surveillance, si nombreuses, si discrètes, étaient partout. Mais Élise avait appris à lire leurs angles morts, à anticiper leur balayage. Elle se déplaçait dans le bâtiment comme une ombre, une danse silencieuse entre les faisceaux lumineux et les zones d'obscurité. Elle utilisait les bruits ambiants, le doux bourdonnement des serveurs, le cliquetis lointain d'un ascenseur, pour masquer ses propres mouvements, pour se fondre dans le tissu sonore de l'immeuble. La France, avec ses lois et ses institutions, semblait impuissante face à cette toile d'araignée. L'argent achetait le silence. La peur achetait la complaisance. Mais Élise, la femme invisible, avait trouvé une faille. Elle avait compris que l'opulence de Beaumont n'était qu'une façade. Un écran de fumée derrière lequel se cachaient des opérations bien moins reluisantes. Son frère n'était pas une victime isolée, mais un dommage collatéral d'une machine qui broyait les vies sans scrupule, pour le profit, pour la puissance. Et si cette machine si bien huilée avait elle aussi ses propres faiblesses? Des failles numériques. Que feriez-vous si vous saviez que la vérité était cachée dans le plus petit des détails? Un détail que personne d'autre ne prendrait la peine de voir. Élise savait que le chemin serait long, périlleux, mais elle avait déjà commencé à tracer sa carte, à relier les points, à tisser sa propre toile, celle de la justice. Elle allait démasquer ce réseau invisible,
révéler ses engrenages et faire éclater la vérité au grand jour. La dignité des invisibles valait bien plus que l'opulence des intouchables. Elle sentait que le système, si puissant soit-il, commençait à la percevoir. Elle n'était plus une ombre, mais une menace latente. Et la prochaine étape, elle le savait, serait une confrontation. Elle sentait que le système, si puissant soit-il, commençait à l'apercevoir. Elle n'était plus une ombre, mais une menace latente. Et la prochaine étape, elle le savait, serait une confrontation. Cette confrontation ne fut pas un coup de tonnerre, mais un froid insidieux. Le lendemain matin, en arrivant à l'immeuble Beaumont, l'air n'était plus le même. Une tension palpable flottait entre les colonnes de marbre. Les procédures de sécurité, déjà strictes, avaient été resserrées. Des caméras supplémentaires, discrètes mais omniprésentes, scrutaient chaque angle. Les badges d'accès, autrefois de simples formalités, étaient maintenant scannés avec une insistance nouvelle, enregistrant chaque mouvement, chaque seconde passée dans les couloirs. Élise sentait le souffle glacé de la surveillance sur sa nuque. Monsieur Duval l'attendait. Son sourire figé était plus aiguisé que d'habitude. Mademoiselle Dubois, commença-t-il d'une voix neutre. De nouvelles directives nous obligent à optimiser les parcours de nettoyage. Votre secteur est désormais restreint. Vous ne pourrez plus accéder aux étages supérieurs sans une autorisation spéciale. Ses yeux sans émotion scrutaient Élise, cherchant une réaction, une fissure dans son impassibilité. La nouvelle affectation d'Élise la confinait aux étages inférieurs, loin du bureau de Beaumont, loin des allées de service où la camionnette fantôme des bâtisseurs de l'avenir venait et retartait. C'était une cage invisible construite autour d'elle. La France, avec sa bureaucratie labyrinthique, avait toujours eu le pouvoir d'étouffer les voix. Maintenant, elle sentait cette mécanique se refermer sur elle. Elle ne pouvait plus observer Jean-Pierre, ni surveiller le passage de la camionnette. Le plan qu'elle avait patiemment élaboré, basé sur la routine et l'invisibilité, était en train de s'effondrer. Elle ressentait un mélange amer de frustration et de rage silencieuse. Le système, cette pieuvre aux 1000 tentacules, réagissait, la repoussant, la marginalisant. Elle essayait de garder son calme, de masquer l'onde de choc qui la traversait. Mais à l'intérieur, une alarme retentissait. Il savait, ou du moins, il la suspectait. Le parfum du désinfectant métallique, cette odeur de destruction masquée, semblait plus forte dans les nouveaux couloirs où elle était confinée, comme un rappel de ce qu'elle ne pouvait plus atteindre. Elle se sentait prise au piège. C'était une chasse à l'homme sans poursuite visible, une guerre silencieuse où les armes étaient les protocoles, les autorisations et les regards glacés. Un soir, alors qu'elle tentait de contourner les nouvelles restrictions par une porte de service qu'elle pensait connaître, elle fut arrêtée net. Un nouveau verrou numérique, un son strident et froid, bloquait son passage. Derrière la porte, elle entendit le bourdonnement familier des serveurs, et plus faiblement, l'écho d'une voix, celle de M. Duval, chuchotant des codes dans son téléphone jetable. Elle était à quelques mètres de la vérité, si près, mais si loin. La défaite était amère. Elle avait sous-estimé la réactivité du système, sa capacité à se protéger, à ériger des murs invisibles. Ses observations, ses plans, tout semblait remis en question. Elle était presque prise, non pas par une arrestation, mais par l'étouffement lent et méthodique de sa capacité d'action. La peur, un instant, l'a envahie, la menaçant de la paralyser. Mais en rentrant chez elle, en voyant Léa endormie, serrant sa petite écharpe tricotée, la détermination d'Élise se ranima. Cette micro-défaite n'était qu'un obstacle, pas la fin du chemin. Elle devait trouver une nouvelle approche, un nouveau chemin invisible. Le système avait réagi, c'était la preuve qu'elle était sur la bonne voie. Si vous avez remarqué le détail qu'ils ont feint d'ignorer, parlez-moi dans les commentaires et écrivez « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là, maintenant. Élise savait que la puissance de Beaumont et de son réseau était immense. Mais elle avait aussi compris que leur obsession du contrôle,
Leur dépendance aux procédures pouvait aussi être leur faiblesse. Elle devait changer son jeu, devenir encore plus ingénieuse. La vérité était toujours là, cachée sous le vernis de luxe, attendant d'être démasquée. Et elle, Élise Dubois, la femme invisible, était la seule à pouvoir le faire. Elle allait trouver un autre chemin, une autre faille, pour atteindre la lumière. La défaite était amère, oui, mais elle n'était pas la fin. En voyant Léa endormie, serrant sa petite écharpe tricotée, Élise avait senti une flamme nouvelle s'allumer en elle. Le système avait réagi. C'était la preuve qu'elle était dangereuse, qu'elle touchait une corde sensible. Son confinement aux étages inférieurs n'était pas un échec, mais un signal. Elle était sur la bonne voie. Elle ne pouvait plus accéder directement au secret de Beaumont, ni surveiller Jean-Pierre ou la camionnette fantôme. Mais elle avait encore sa mémoire, son instinct et une détermination inébranlable. Paris, cette nuit-là, semblait murmurer des stratégies. Les lumières des immeubles, les bruits lointains de la ville, tout lui parlait d'angles, de points de vue, de failles. Si le chemin direct était bloqué, elle devait en créer un nouveau, invisible aux yeux de ceux qui ne voyaient que la surface. Elle se souvenait des mots de Léa. « Maman, comment on fait pour que les méchants ne trouvent pas la princesse ?» Et sa propre réponse : « On construit des murs invisibles, mon amour, des chemins secrets que seuls les gentils connaissent. » Ces mots simples résonnaient en elle. Les murs invisibles de Beaumont étaient ceux de la bureaucratie, de la surveillance, des protocoles. Mais ces murs avaient des fissures. La rigidité du système, son besoin obsessionnel de contrôle, pouvait devenir sa faiblesse. Si tout était enregistré, chaque mouvement de caméra, chaque scan de badge, alors ces données, paradoxalement, pouvaient aussi devenir ses yeux. Elle commença à rejouer mentalement chaque nuit passée dans l'immeuble. La routine du gardien Jean-Pierre, si précise, si prévisible. La camionnette des bâtisseurs de l'avenir, toujours à la même heure, toujours par la même allée. Monsieur Duval, ses à peine jetables, son compartiment secret, et la clé USB gris anthracite, ce fantôme numérique qui apparaissait et disparaissait du bureau de Beaumont. Son plan prit forme dans le silence de la nuit, entre les respirations régulières de Léa. Elle ne pouvait plus se fier à ses propres mouvements. Elle allait se fier aux leurs. Elle allait utiliser le système contre lui-même. Elle se concentra sur les déchets, sur ce que le système considérait comme insignifiant. Les corbeilles, les documents froissés, les conversations interceptées par accident. Les choses que personne ne remarquait, car elles n'avaient pas été verrouillées, sécurisées ou scannées. L'odeur métallique du désinfectant, elle l'avait identifié comme un produit de démolition. Cela signifiait que là où ce produit était utilisé, il y avait eu destruction. Et là où il y avait destruction, il y avait des traces. Des traces que l'on tentait d'effacer. Le bureau de M. Duval, qu'elle était toujours autorisée à nettoyer, devant son nouveau centre d'opération. Elle savait qu'il y laissait toujours des documents, sans importance, qu'il prévoyait de jeter. Des rapports de maintenance, des devis, des mémos internes. Et il y avait cette pochette ignifugée où il rangeait ses téléphones jetables. Elle devait y avoir accès. Pas pour l'ouvrir, mais pour comprendre quand il y avait accès et ce qu'il en faisait. Elle commença à modifier subtilement ses propres routines de nettoyage, créant des angles morts dans la surveillance des étages inférieurs. Non pas pour s'y cacher, mais pour observer sans être vue. Elle laissait parfois un objet, un stylo, une gomme, dans des endroits précis, pour voir s'ils étaient déplacés, pour tester la réactivité des autres invisibles. Un soir, alors qu'elle vidait la corbeille de Duval, elle aperçut un petit carnet, à moitié déchiré, au fond. Dedans des chiffres, des codes et des initiales. GB, Gérard Beaumont. Et une série de dates. Elle ne put le prendre, le temps était trop court. Mais sa mémoire photographique avait déjà tout enregistré. Un calendrier secret. La petite écharpe de Léa, son fil rouge, était devenu le symbole de sa nouvelle stratégie. Un fil discret, mais solide, capable de relier des points
que personne d'autre ne voyait. Elle n'avait pas le pouvoir, mais elle avait la perspicacité. Elle n'avait pas l'influence, mais elle avait la vérité. Le risque était immense. Chaque pas qu'elle faisait était un pas de plus vers l'inconnu, vers la confrontation directe avec un empire. Mais elle savait aussi que le système, dans sa complexité, avait ses propres failles. Des failles numériques, des failles humaines, des failles de routine. Elle devait les exploiter. Et si la clé de tout, la véritable preuve, n'était pas dans ce qu'il cherchait à cacher, mais dans ce qu'il croyait avoir parfaitement effacé. Si le chemin direct était bloqué, elle devait en créer un nouveau, invisible aux yeux de ceux qui ne voyaient que la surface. Elle se souvenait des mots de Léa. « Maman, comment on fait pour que les méchants ne trouvent pas la princesse ?» Et sa propre réponse. « On construit des murs invisibles, mon amour. Des chemins secrets que seuls les gentils connaissent. » Ces mots simples résonnaient en elle. Les murs invisibles de Beaumont étaient ceux de la bureaucratie, de la surveillance, des protocoles. Mais ces murs avaient des fissures. La rigidité du système, son besoin obsessionnel de contrôle, pouvait devenir sa faiblesse. Si tout était enregistré, chaque mouvement de caméra, chaque scan de badge, alors ces données, paradoxalement, pouvaient aussi devenir ses yeux. Elle commença à rejouer mentalement chaque nuit passée dans l'immeuble. La routine du gardien Jean-Pierre, si précise, si prévisible. La camionnette des bâtisseurs de l'avenir, toujours à la même heure, toujours par la même allée. Monsieur Duval, ses appels jetables, son compartiment secret. Et la clé USB gris anthracite, ce fantôme numérique qui apparaissait et disparaissait du bureau de Beaumont. Son plan prit forme dans le silence de la nuit, entre les respirations régulières de Léa. Elle ne pouvait plus se fier à ses propres mouvements. Elle allait se fier aux leurs. Elle allait utiliser le système contre lui-même. Elle se concentra sur les déchets, sur ce que le système considérait comme insignifiant. Les corbeilles, les documents froissés, les conversations interceptées par accident. Les choses que personne ne remarquait, car elles n'avaient pas été verrouillées, sécurisées ou scannées. L'odeur métallique du désinfectant, elle l'avait identifié comme un produit de démolition. Cela signifiait que là où ce produit était utilisé, il y avait eu destruction. Et là où il y avait destruction, il y avait des traces. Des traces que l'on tentait d'effacer. Le bureau de M. Duvan, qu'elle était toujours autorisée à nettoyer, devint son nouveau centre d'opération. Elle savait qu'il y laissait toujours des documents sans importance qu'il prévoyait de jeter. Des rapports de maintenance, des devis, des mémos internes. Et il y avait cette pochette inifugée où il rangeait ses téléphones jetables. Elle devait y avoir accès, pas pour l'ouvrir, mais pour comprendre quand il y avait accès, et ce qu'il en faisait. Elle commença à modifier subtilement ses propres routines de nettoyage, créant des angles morts dans la surveillance des étages inférieurs, non pas pour s'y cacher, mais pour observer sans être vue. Elle laissait parfois un objet, un stylo, une gomme, dans des endroits précis, pour voir s'ils étaient déplacés, pour tester la réactivité des autres invisibles. Un soir, alors qu'elle vidait la corbeille de Duval, elle aperçut un petit carnet à moitié déchiré, au fond. Dedans, des chiffres, des codes et des initiales. GB, Gérard Beaumont, et une série de dates. Elle ne put le prendre, le temps était trop court. Mais sa mémoire photographique avait déjà tout enregistré. Un calendrier secret. La petite écharpe de Léa, son fil rouge, était devenue le symbole de sa nouvelle stratégie. Un fil discret, mais solide, capable de relier des points que personne d'autre ne voyait. Elle n'avait pas le pouvoir, mais elle avait la perspicacité. Elle n'avait pas l'influence, mais elle avait la vérité. Le risque était immense. Chaque pas qu'elle faisait était un pas de plus vers l'inconnu, vers la confrontation directe avec un empire. Mais elle savait aussi que le système, dans sa complexité, avait ses propres failles. Des failles numériques, des failles humaines, des failles de routine. Elle devait les exploiter. Et si la clé de tout, la véritable preuve, n'était pas dans ce qu'il cherchait à cacher, mais dans ce qu'il croyait avoir parfaitement effacé.
Les nuits suivantes, Élise affina son observation. Elle nota la régularité des silences de Duval, le moment précis où il consultait son carnet secret, l'infime décalage dans la routine de l'infirmière de Beaumont lorsqu'elle manipulait la clé USB. Chaque détail, insignifiant pour d'autres, devenait une pièce du puzzle. Elle visualisait les plans de l'immeuble, traçant des routes alternatives, des fenêtres d'opportunité. Elle avait compris que l'opérateur de terrain, M. Duval, suivait un protocole strict, presque une partition. En connaissant la partition, elle pouvait anticiper la mélodie. Elle avait identifié 3 points d'accès faibles: le système de gestion des déchets, une faille dans le réseau Wi-Fi invité et la salle des archives physiques, bizarrement moins surveillée que les zones numériques. Elle se rappela l'odeur du désinfectant, non seulement dans les bureaux, mais aussi dans les toilettes de service, près de la salle des archives. Une odeur persistante, comme un message laissé à son intention. Elle commença à collecter discrètement des échantillons de poussière et de résidus dans ces zones, les glissant dans de minuscules sachets de plastique, de simples preuves sensorielles. Ce n'était pas son métier, mais c'était sa quête. Elle avait un plan risqué qui nécessitait une précision chirurgicale et une chance infime. Elle devait récupérer la clé USB de Beaumont, même pour quelques minutes. Elle devait décoder le carnet de Duval. Et elle devait comprendre ce que la camionnette fantôme des bâtisseurs de l'avenir emportait chaque nuit. Son autorité tactique, son contrôle sur les événements atteignait maintenant les 60%. Elle n'était plus une simple femme de ménage, mais une stratège silencieuse. Mais le système, lui aussi, apprenait. Et la prochaine étape allait la confronter à un prix personnel qu'elle n'avait pas encore imaginé. Les nuits suivantes, Élise affina son observation. Elle nota la régularité des silences de Duval, le moment précis où il consultait son carnet secret, l'infime décalage dans la routine de l'infirmière de Beaumont lorsqu'elle manipulait la clé USB. Chaque détail, insignifiant pour d'autres, devenait une pièce du puzzle. Elle visualisait les plans de l'immeuble, traçant des routes alternatives, des fenêtres d'opportunité. Elle avait compris que l'opérateur de terrain, M. Duval, suivait un protocole strict, presque une partition. En connaissant la partition, elle pouvait anticiper la mélodie. Elle avait identifié 3 points d'accès faibles: le système de gestion des déchets, une faille dans le réseau Wi-Fi invité et la salle des archives physiques, bizarrement moins surveillée que les zones numériques. Elle se rappela l'odeur du désinfectant, non seulement dans les bureaux, mais aussi dans les toilettes de service, près de la salle des archives. Une odeur persistante, comme un message laissé à son intention. Elle commença à collecter discrètement des échantillons de poussière et de résidus dans ces zones, les glissant dans de minuscules sachets de plastique, de simples preuves sensorielles. Ce n'était pas son métier, mais c'était sa quête. Elle avait un plan. Un plan risqué, qui nécessitait une précision chirurgicale et une chance infime. Elle devait récupérer la clé USB de Beaumont, même pour quelques minutes. Elle devait décoder le carnet de Duval, et elle devait comprendre ce que la camionnette fantôme des bâtisseurs de l'avenir emportait chaque nuit. Son autorité tactique, son contrôle sur les événements, atteignait maintenant les 60%. Elle n'était plus une simple femme de ménage, mais une stratège silencieuse. Mais le système, lui aussi, apprenait. Et la prochaine étape allait la confronter à un prix personnel qu'elle n'avait pas encore imaginé. La fatigue devint une ennemie plus insidieuse que Duval. Les nuits d'observation, les heures passées à décrypter les micro-gestes, à mémoriser les chiffres et les dates, rongeaient son corps. Ses paupières étaient lourdes, son dos lui lançait des signaux de douleur sourde. Et ses mains, autrefois si sûres, tremblaient parfois en tenant la brosse. Le café noir, bu en silence avant l'aube parisienne, ne suffisait plus à dissiper le brouillard qui s'installait dans son esprit. Elle sentait son corps se rebeller, exigeant le repos qu'elle ne pouvait lui offrir. À la maison, Léa, avec son intuition d'enfant, avait commencé à remarquer le changement. « Tu es fatiguée ?» demandait-elle, ses grands yeux clairs fixant Élise avec une inquiétude qui serrait le cœur de sa mère. Élise inventait des histoires de gros nettoyage, de travail important.
mais elle sentait que Léa percevait les fissures dans son armure. Une nuit, en rentrant, elle avait trouvé un dessin de Léa posé sur sa table de chevet. Une petite fille tenant la main d'une femme aux yeux très, très tristes. La culpabilité l'étreignait, une angoisse froide qui lui coupait le souffle. Elle se battait pour la protéger, mais à quel prix pour leur quotidien, pour ce lien si précieux qu'elle risquait d'effilocher. Au bureau, la pression s'intensifiait. Monsieur Duval, avec son sourire toujours figé, avait commencé à lui confier des tâches absurdes, délibérément épuisantes. Des recoins oubliés à récurer, des produits de nettoyage spéciaux à manipuler, dont l'odeur âcre lui donnait la nausée. Elle était la cible de micro-agressions, de sous-entendus venimeux. « Mademoiselle Dubois, vous semblez un peu distraite ces temps-ci », avait-il lâché un matin, ses yeux perçants ne la quittant pas. « Assurez-vous que votre attention reste sur votre travail. La discrétion est une qualité que nous apprécions ici. » C'était un avertissement clair, un coup de semonce. Il la soupçonnait, il la testait. Pourtant, elle ne pouvait pas reculer. Chaque fois qu'elle pensait abandonner, la vision de son frère, le souvenir de son sourire éteint, de l'injustice qu'il avait engloutie, ravivait sa flamme. Et puis il y avait Léa. Léa pour qui elle se battait. Léa pour qui elle devait construire un monde où la vérité ne serait pas étouffée par le pouvoir. Le risque personnel était devenu immense, palpable. Chaque nuit, en sortant de l'immeuble Beaumont, elle jetait un regard par-dessus son épaule, le cœur battant, craignant une ombre, un bruit de pas derrière elle. Elle savait que le système ne se contenterait pas de la confiner. Il chercherait à la briser. Alors, vous qui écoutez cette histoire, que feriez-vous? Jusqu'où iriez-vous pour une vérité qui pourrait tout vous coûter, même le peu de paix qu'il vous reste? Elle se sentait comme un funambule sur un fil tendu au-dessus d'un abîme, chaque pas plus incertain que le précédent. Mais elle avait fait son choix. Elle avait sa carte de l'invisible, ses points d'accès faibles, ses échantillons de poussière qui murmuraient des secrets. Elle avait le carnet de Duval, gravé dans sa mémoire. Elle avait la clé USB, son objectif final. Et elle avait la force silencieuse de ceux qui ont tout perdu, sauf leur dignité. Le prix était lourd, mais le silence serait encore plus insupportable. Le moment de passer à l'action, de forcer la main du destin, approchait. Elle allait prendre le risque. Son plan prit forme, non par de grands gestes, mais avec la minutie d'un horloger. Elle connaissait les mouvements de Duval, la minute exacte où il quittait son bureau pour son café, l'angle précis de la caméra surveillant l'entrée des archives, le bourdonnement subtil de la salle des serveurs qui masquait d'autres sons. Elle avait cartographié les angles morts acoustiques du bâtiment, les endroits où un murmure pouvait se perdre, où un son crucial être amplifié. Les murs invisibles de Beaumont étaient sur le point de devenir ses alliés. Une nuit parisienne froide et humide, la symphonie habituelle de sirènes lointaines et de circulation assourdie était engloutie par une bruine persistante, transformant les rues en miroirs sombres et glissants. Élise arriva à l'immeuble, le cœur battant d'une cadence inhabituelle, une petite écharpe de Léa, son talisman, sévée dans sa poche. L'odeur de pluie mouillée et de goudron frais montait des pavés, se mêlant à l'air vicié des couloirs. Elle commença sa routine habituelle aux étages inférieurs, ses gestes lents et précis. Chaque balayage, chaque coup d'éponge, une couverture pour son véritable objectif. Elle attendit le moment où Jean-Pierre, le gardien, serait absorbé par son émission de radio nocturne, le son grésillant de la voix de l'animateur remplissant le poste de garde. C'était sa fenêtre. Elle se dirigea vers le bureau de Duval. Le silence était devenu une arme. Pas un silence total, mais une absence de bruit superflu, une écoute aiguisée des moindres craquements. Elle entendait sa propre respiration, les battements de son cœur, le frottement de ses semelles sur le linoléum. La porte du bureau de Duval était entr'ouverte, comme d'habitude. Il avait laissé son carnet sur le bureau, à côté d'un verre d'eau et d'un stylo. Une tentation.
Un piège? Elle entra, le corps tendu, les sens en alerte. L'odeur métallique du désinfectant, qu'elle avait déjà repéré, était plus forte ici, mêlée à une fragrance de vieux papier et de tabac froid. Elle savait que cette odeur, ce produit de démolition, comme elle l'appelait, était une signature. Elle se pencha sur le carnet. Ses doigts effleurèrent le cuir usé. Elle n'avait que quelques secondes. Sa mémoire photographique s'activa, absorbant les chiffres, les initiales GB, les dates, une série de noms, des noms de famille soulignés. Et une adresse en banlieue, près d'un chantier de bâtisseurs de l'avenir. C'était une piste brûlante, un bruit, un raclement de gorge lointain. Jean-Pierre ou quelqu'un d'autre? Elle se figea, le souffle coupé, le carnet toujours ouvert sous ses yeux. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Elle referma le carnet d'un geste fluide, le remit à sa place exacte et fit un pas en arrière. L'ombre d'un doute traversa son esprit. Avait-il bougé? Avait-elle laissé une trace? Elle se retira du bureau, sa mission accomplie à moitié. Le carnet était enregistré, mais la clé USB restait introuvable. Elle savait que Beaumont ne la gardait pas toujours dans son bureau. Parfois, elle disparaissait, portée par l'infirmière, ou par Duval lui-même, vers un lieu plus sûr. Un lieu qu'elle devait trouver. Elle se rappela les angles morts qu'elle avait créés, les zones où elle pouvait observer sans être vue. Elle se dirigea vers la salle des archives physiques, un endroit que la surveillance numérique négligeait, car on y trouvait surtout des documents historiques. L'odeur du désinfectant y était encore plus prégnante, presque suffocante. Des piles de dossiers jaunis s'élevaient comme des tombes silencieuses. C'était là, dans ce temple de l'oubli, qu'elle espérait trouver la réponse. Au fond de la salle, derrière des étagères branlantes, elle découvrit un petit coffret métallique dissimulé, une serrure à combinaison. Elle n'avait pas le code, mais sa mémoire photographique avait aussi enregistré les chiffres que Duval manipulait sur son téléphone jetable. Elle se concentra, visualisant la séquence. 1, 2, 3 essais. Le troisième fut le bon. Le clic résonna comme un coup de feu dans le silence oppressant. À l'intérieur, il n'y avait pas de clé USB, mais il y avait une série de cartes mémoire, des micros SD et un petit enregistreur vocal numérique. Et un dossier épais, sans titre, rempli de rapports d'accidents du travail, des photos de chantier, des témoignages biffés, des noms de victimes. Et au milieu de tout cela, une photo jaunie de son frère. Son cœur fit un bond. La confirmation de ses pires craintes. Le système avait non seulement étouffé la vérité, mais l'avait enterrée ici, dans l'oubli. Elle sentit une colère froide monter en elle, une détermination nouvelle, inébranlable. Le risque personnel n'avait plus d'importance. Elle n'était plus seulement en quête de justice pour les autres, mais pour sa propre famille, pour son frère, pour Léa. Si vous avez déjà senti cette brûlure de l'injustice, cette rage silencieuse qui vous pousse à aller au-delà de vos limites, alors vous savez ce qu'Élise ressentait à ce moment précis. Si vous avez perçu le détail que les puissants ont voulu cacher, parlez-en avec moi dans les commentaires. Écrivez « Je suis là ». Elle prit une des cartes mémoire et l'enregistreur, les glissant dans sa poche. Le temps était compté. Le système allait bientôt se réveiller. Elle referma le coffret, le dissimulant comme elle l'avait trouvé. Elle avait des preuves qui parlaient de destruction, de vies brisées, de silence acheté. Des preuves qui reliaient son frère à l'Empire Beaumont. Mais le chemin pour les révéler au grand jour était encore long et plus périlleux que jamais. Elle venait de réveiller un dragon. Élise sortit des archives, les cartes mémoire et l'enregistreur serrés dans sa main moite. Le froid de l'eau parisienne mordait l'air, mais elle ne le sentait pas. Son corps était en état de choc, son esprit en ébullition. La photo de son frère, si jeune, si souriant au milieu de ses dossiers macabres,
C'était la confirmation la plus cruelle, la plus indéniable. Beaumont n'était pas seulement un magnat impitoyable, il était lié à la mort de son frère. Le chagrin, c'est une piste pour les victimes, pour les témoins, pour la vérité que Beaumont avait tenté d'enterrer. Le chemin de retour à son appartement fut un brouillard. La ville s'éveillait à peine. Les premières lumières des boulangeries perçaient la pénombre. Mais Élise ne voyait rien d'autre que l'urgence de sa mission. Léa dormait encore, son visage d'ange apaisant un instant la tempête en elle. Elle glissa l'épreuve sous son matelas, un endroit que personne ne chercherait jamais, son dernier rempart de sécurité. Sans hésiter, elle prit son vieux manteau, le même qu'elle portait les jours de deuil, et sortit dans le froid humide. L'adresse, elle la répéta mentalement, ses pas résonnant sur les trottoirs mouillés. Le quartier était une banlieue grise. Des barres d'immeubles fatigués, des rues désertes à cette heure matinale. L'air sentait le béton froid et l'humidité stagnante. Elle cherchait le chantier des bâtisseurs de l'avenir, un nom qui sonnait désormais comme une prophétie funeste. Elle trouva l'endroit, un immense terrain vague ceinturé de palissades, des grues immobiles se découpant sur le ciel laiteux. Et là, garée dans l'ombre, la camionnette des bâtisseurs de l'avenir, celle qu'elle voyait chaque nuit quitter l'immeuble de Beaumont. Son moteur était à l'arrêt, mais une lumière vacillait à l'intérieur. Son cœur s'emballa. Elle s'approcha prudemment, ses sens tendus à l'extrême. Le silence était presque total, brisé seulement par le sifflement du vent entre les échafaudages et le lointain roulement d'un train. Elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. Elle se glissa le long de la palissade, ses doigts agrippant le bois rugueux, cherchant une faille, un interstice. À travers une fente, elle aperçut une silhouette à l'intérieur de la camionnette. Un homme. Il était penché sur des documents, la lumière d'une lampe torche éclairant son visage. C'était Monsieur Duval. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, l'ombre d'une barbe de 3 jours. Il n'était pas seul. Une autre silhouette, plus petite, recroquevillée sur le siège passager, semblait dormir. Une enfant. Un frisson glacial parcourut Élise. Duval, l'opérateur de Beaumont, était ici avec une enfant. La même adresse que dans son carnet, la même camionnette. Les pièces du puzzle s'assemblaient en un tableau terrifiant. Elle se rappela les noms de Fanny soulignés dans le carnet. Était-ce une victime, un témoin ou un otage? Elle devait entrer. Mais comment? Le portail était cadenassé. Les palissades étaient trop hautes. Elle chercha désespérément un point faible, son regard balayant les alentours. C'est alors qu'elle remarqua une petite porte de service, à peine visible, dissimulée derrière un tas de gravats. Elle était ouverte. L'odeur métallique du désinfectant, ce parfum de destruction, flottait autour. Elle hésita. Entrer, c'était se jeter dans la gueule du loup. C'était abandonner toute prudence, tout calcul. Mais l'image de l'enfant dans la camionnette, si vulnérable, la poussait en avant. La vérité n'attendait plus. Elle devait la libérer. Elle se glissa à l'intérieur du chantier, le cœur battant la chamade. Le sol était boueux, jonché de débris, chaque pas menaçant de la trahir. Le vent soufflait plus fort, portant des bribes de voix lointaines. Elle se rapprocha de la camionnette, son ombre se fondant dans celle des structures en béton. Duval parlait à voix basse, mais ses mots étaient clairs dans le silence de l'aube. Il parlait de nettoyage, de dossiers brûlés, de témoins gênants. Et l'enfant, sur le siège, bougea légèrement, un gémissement étouffé. Ce n'était pas une otage, c'était la fille de Duval. La révélation la frappa comme un haut de poing. Duval n'était pas seulement un rouage du système. Il était aussi un père pris dans l'engrenage de Beaumont. L'enfant était malade, gravement malade. Des médicaments, des traitements coûteux. Le prix de son silence. Le prix de sa complicité. Élise comprit alors l'ampleur de la toile d'araignée tissée par Beaumont. Personne n'était à l'abri, pas même ses propres exécutants. Le portable de Duval sonna. Il répondit, sa voix changeant, devenant plus soumise, plus tendue. C'était Beaumont.
Il parlait d'un problème, d'une fuite dans les archives. Ses mots résonnèrent comme des coups de marteau. Il savait qu'elle avait trouvé quelque chose. Élise recula lentement, le souffle court. Elle n'avait pas le temps de confronter Duval ici. Elle avait besoin d'une stratégie, d'un levier. Elle avait besoin de l'aide de cet enfant, de la fille de Duval, la seule à pouvoir percer la carapace de son père. Elle avait une nouvelle cible, un nouveau chemin périlleux. Mais cette fois, le danger ne venait plus seulement de Beaumont, mais de la complexité humaine, des choix impossibles. Et si la plus grande faiblesse d'un monstre n'était pas sa cruauté, mais la loyauté forcée de ceux qu'il tenait en laisse? Élise recula du chantier, le cœur en miettes, la rage silencieuse se muant en une détermination froide. L'enfant de Duval, malade, otage de la cruauté de Beaumont. C'était le maillon faible, le point de rupture. Elle avait les preuves, les cartes mémoire et l'enregistreur. Mais pour les utiliser, elle devait briser le silence de Duval. Non par la force, mais par l'empathie, en touchant là où le système ne voyait qu'un pion. Le retour à son appartement fut une course contre la montre. Elle sentait le regard de Beaumont sur elle, une pression invisible mais palpable. Il savait, il cherchait. Elle devait agir avant qu'il ne trouve le temps de resserrer son étau. Léa, encore endormie, était sa seule ancre, son rappel constant de l'enjeu. Elle passa des heures devant son vieil ordinateur portable, celui qu'elle n'utilisait que pour les démarches administratives. Les cartes mémoire révélèrent un abîme. Des rapports médicaux falsifiés, des expertises truquées, des menaces voilées contre des familles endettées, des chantiers aux normes de sécurité bafouées, et des dizaines de photos, des visages d'hommes et de femmes, comme son frère, victimes des accidents orchestrés par l'Empire Beaumont. Elle vit les images des camionnettes des bâtisseurs de l'avenir, non pas transportant des gravats, mais des corps. L'odeur de la poussière et du désinfectant semblait émaner de l'écran. Une nausée montait en elle. Elle comprit l'ampleur du chantage exercé sur Duval. Sa fille n'était pas seulement malade, elle était sous la protection de Beaumont, son traitement vital dépendant de la discrétion de son père. Un pacte faustien. Élise savait qu'une confrontation directe avec Duval était impossible. Il était trop piégé, trop surveillé. Elle devait lui envoyer un signe, une brèche dans le mur de son silence forcé. Elle se rappela les noms de famille soulignés dans le carnet de Duval, ceux des victimes des chantiers. Elle chercha, croisa les informations. Une des familles avait un enfant du même âge que la fille de Duval, atteint de la même maladie rare, et soigné dans la même clinique privée, celle que Beaumont finançait en partie. Elle imprima discrètement une seule photo, celle de son frère, souriant, avant l'accident. Au dos, elle écrivit, d'une écriture fine et sans fioriture. La vérité ne guérit pas la maladie, mais elle peut libérer l'âme. Votre fille mérite la paix. Elle glissa la photo dans une enveloppe anonyme, avec l'adresse de la clinique et le nom de la famille qu'elle avait identifiée. Le lendemain, à l'aube, alors que les rues de Paris s'éveillaient dans un concert de klaxons et de moteurs diesel, Élise se rendit à la clinique. Elle déposa l'enveloppe dans la boîte aux lettres du service pédiatrique, son cœur martelant sa poitrine. C'était un pari risqué. Elle espérait que Duval la trouverait, que le personnel la lui remettrait ou qu'il la verrait par hasard. C'était un appel, un murmure dans le vent, un défi à l'empire du silence. Pendant ce temps, l'immeuble Beaumont était devenu un nid de frelons. Monsieur Duval, le visage marqué par l'angoisse et le manque de sommeil, était convoqué sans cesse dans le bureau de Beaumont. Des voix s'élevaient, des portes claquaient. La tension était palpable. Élise, observant de loin, sentait le système se refermer sur lui-même, cherchant la faille, le coupable. Beaumont, depuis son fauteuil, avait ordonné une fouille systématique des archives, une révision des systèmes de sécurité. Mais Élise avait été méthodique. Les cartes mémoire et l'enregistreur étaient en sécurité. La photo de son frère,
Le symbole de son combat était sa seule trace visible. Un après-midi, alors qu'Élise nettoyait le bureau de Beaumont, elle le vit. Sur la table basse, à côté de son thé à la menthe et de sa tablette numérique, il y avait la photo de son frère. Non pas l'original, mais une copie agrandie, épinglée sur une feuille où figuraient des notes manuscrites, des questions. Il l'avait trouvée. Il savait. Le regard de Beaumont croisa le sien. Un regard froid. Impitoyable, mais pour la première fois, Élise y perçut une pointe de surprise, une fissure dans son masque d'invincibilité. Il avait sous-estimé la femme de ménage silencieuse. Il avait sous-estimé la force de ceux qu'il croyait invisibles. « Mademoiselle Dubois, dit-il, d'une voix rauque, à peine audible. Vous avez un frère ?» Le silence entre eux était plus lourd que le marbre des colonnes. Élise ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder, ses yeux reflétant la colère de toutes les victimes, la dignité de tous les opprimés. Pour la première fois, le puissant Beaumont n'était plus en position de force. Il était confronté à la vérité incarnée, à la femme qui avait tercé son secret le plus sombre. Au même moment, un journaliste indépendant, spécialisé dans les enquêtes sur les dérives des grands groupes, reçut une enveloppe anonyme. À l'intérieur, une note manuscrite. Regardez les chantiers des bâtisseurs de l'avenir. Demandez aux familles des accidents. Et cherchez Élise Dubois. Un nom, une adresse, un fil ténu. Le système, si étanche qu'il paraissait, commençait à se fissurer. Non pas par une explosion, mais par des murmures, des vérités chuchotées qui cherchaient la lumière. Beaumont n'avait pas seulement sous-estimé Élise, il avait sous-estimé l'effet domino d'une seule étincelle dans l'obscurité. Le pouvoir, qui pensait acheter tous les silences, découvrait qu'il existait des âmes invendables. Et que le prix de la vérité pouvait être bien plus élevé que toutes les fortunes du monde. Le rideau venait de se lever sur la chute de l'Empire. La machine infernale de Beaumont, si huilée, si impénétrable, commença à grincer. L'article du journaliste, d'abord discret, puis audacieux, parla de chantiers fantômes et de silence acheté. Chaque ligne un coup de marteau sur la façade impeccable de l'Empire. Les investisseurs s'inquiétaient, les avocats pressaient. Beaumont, confiné, voyait son monde s'effondrer, non par une attaque frontale, mais par une infiltration insidieuse, une vérité remontant des profondeurs. Son regard, autrefois dominateur, portait l'ombre d'une panique froide. Il hurlait, menaçait, mais ses mots ne résonnaient plus avec la même autorité. Monsieur Duval, lui, était un homme brisé. La photo du frère d'Élise, son message, l'enquête publique, le tiraillaient. Sa fille à la clinique restait son point faible. Mais la lumière crue de la vérité perçait son aveuglement. Le système qui l'avait servi se retournait contre lui. Beaumont, isolé, luttait contre des ombres, des rumeurs, des faits indéniables qui émergeaient. Élise, la femme invisible, avait secoué les fondations de ce colosse. Le magnat, habitué à manipuler, se retrouvait impuissant face à une justice inéluctable. Son déclin était silencieux, mais implacable. Leur voix enfin libre, un héritage.